Hello, je suis Victoria et j'ai 23 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jaune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leurs rêves une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. On a tous nos singularités et parce qu'on a tous nos singularités, on a tous une place en fait. Et on a tous notre place. Et c'est surtout pas la place de l'autre. Peut-être d'arrêter de fantasmer que l'autre est plus sûr de soi, que l'autre a plus de place, que l'autre ceci, cela. Arrêter de regarder l'autre, se regarder soi, se reconnecter à soi, faire partenariat avec l'autre en fait. J'ai longtemps ressenti cette pression de devoir à tout prix trouver une passion pour savoir où aller dans la vie. Difficile pourtant de connaître ce qui nous prend les tripes quand on ne sait pas qui l'on est. Sandra, elle, n'a pas de passion, mais plein d'envie. Pour elle, on n'est pas obligé de choisir le « où », il y a aussi le « et ». Et puis on a le droit de se dire que la réalité d'un choix ne nous convient pas, que l'on a choisi une route, mais que c'est finalement une autre bretelle qui nous appelle. Dans une société où l'on nous étiquette en fonction de ce que l'on fait, on apprend à se présenter par notre métier. À la question « Qui es-tu ?», on répond médecin, avocat, marchand, agriculteur. S'ensuit des « Oh waouh, si tu bosses ici, c'est que t'es quelqu'un de bien ». Toi par contre, tu pourrais faire des efforts, pas très glamour ton métier. Et puis tu ne vas pas gagner ta vie avec ça. Pourtant, Sandra Gardel nous rappelle que non, on n'est pas ce que l'on fait. Faire nous enrichit, nous oriente, mais ne nous définit pas. Pour elle, commencer par savoir où l'on ne veut pas aller est la meilleure façon de savoir où l'on veut aller. Et pour ça, il faut tenter. Laisser le syndrome de l'imposteur de côté pour dédramatiser et faire. Se dire que l'on a le droit de bifurquer, de commencer pour arrêter, de se chercher toute une vie pour peut-être ne jamais se trouver. Avec Sandra Gardel, on parle de l'âge adulte, de valeurs et d'émotions. J'espère que cet épisode te donnera l'envie de prendre ton destin en main. Salut Sandra. Salut Victoria. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui dans un parc à côté de Paris. Tu es directrice communication et collecte de la Fondation des Amis de l'Atelier. Oui. Tu as un parcours très inspirant, on va revenir dessus. Si en quelques mots tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, mais sans décrire ce que tu fais, mais plutôt en décrivant qui tu es en tant que personne. Alors moi je dirais que je suis une communicante de manière générale et je suis une maman communicante également. Et j'ai une passion, c'est grandir et faire grandir, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Très beau. Quelle petite fille tu étais ? J'étais une petite fille qu'on pourrait qualifier de modèle, c'est-à-dire que j'avais bien compris les règles des adultes et je m'y conformais sans parfois me connecter à moi-même. J'avais compris comment il fallait faire pour que tout se passe bien et j'avais bien compris également que il fallait étudier, être agréable, etc. Donc je pense que j'étais une enfant qui n'était pas tout à fait connectée à son âme d'enfant. Parce que pour toi, être connectée à son âme d'enfant, c'est faire l'opposé qu'être justement C'est agréable. peut-être tout simplement aimer le jeu. Et j'aimais pas beaucoup le jeu JEU quand j'étais petite. Alors que maintenant j'adore ça. Et voilà, donc j'étais plutôt une enfant heureuse, hein, mais finalement adulte très tôt. À quel âge ? Je dirais qu'à 10 ans, j'étais déjà une petite adulte, mais c'est la faute, la faute à personne. Je pense que j'ai certainement interprété des règles comme étant des règles qu'une enfant devait suivre. Et effectivement, je pense que du coup, je me suis intéressée au développement personnel assez tôt parce que je voulais retrouver certainement le jeu JE. Mais alors, c'est quoi pour toi être un adulte ? Eh bien, c'est prendre les choses au sérieux et faire les choses, faire, et peut-être pas assez rêver, pas assez se connecter à ses besoins. Je pense qu'un enfant doit jouer, un enfant doit vivre de l'émotion, un enfant doit être connecté aux choses de la vie, que ce soit la nature, les cycles, le rire, etc.
Et alors, c'est autour de tes 16 ans que tu dis être tombée dans la marmite du développement personnel. Comment tu es tombée là-dedans? Est-ce que c'est un livre que tu as lu ou une rencontre? Alors en fait, c'était la maman de mon amoureux de l'époque D'accord. qui était très axée à développement personnel, qui faisait du Reiki, donc c'est un travail avec les énergies, et qui m'a fait lire mes premiers livres de développement personnel. Et j'ai adoré, j'ai découvert, je dirais, comme des possibilités de se comprendre soi, de comprendre les autres et de décrypter le monde différemment, en ouvrant certainement des œillères un peu éducationnelles. Et j'ai adoré. Et donc, dès 16 ans, je lisais Psychologie Magazine, les livres sur les blessures de l'âme. De Lise Bourbeau. Exactement. Donc, je me suis ouverte petit à petit. Et depuis mes 16 ans, j'ai jamais arrêté, en fait. Et ça te faisait quoi de découvrir ce monde-là? Est-ce que ça t'apaisait, ça te rassurait, ça te faisait prendre confiance en toi? Ou au contraire, est-ce que ça a éveillé d'autant plus de questions sur ce monde des adultes vs celui des enfants? Ouais, non, je pense qu'en fait, ce que ça a fait, c'est que ça m'a ouvert un peu, ça m'a enlevé des œillères. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que le monde, il était comme je le vivais petite, mais pas que. C'est-à-dire que on pouvait être et sérieuse et légère, on pouvait être et dans les normes et heureuse. On n'était pas obligé de choisir le ou, on pouvait faire le et. Et du coup, ça a complété ma vie. Et j'aime bien dire que toute ma vie, j'ai rajouté des pétales à ma fleur. Et en fait, c'est comme si le développement personnel m'avait permis de rajouter petit à petit des pétales à ma fleur de moi par rapport à moi. Tout comme après, mes expériences professionnelles ont rajouté des pétales à ma fleur professionnelle. Et donc, malgré cette connaissance de toi que tu as commencé à cultiver très tôt, tu as fait une prépa HEC et une école de commerce. Pendant tes études, comment tu envisageais ta vie future? Pourquoi une école de commerce et pourquoi HEC, cette école si prestigieuse? Alors, en fait, je pense que en terminale, j'étais une très bonne élève puisque j'avais compris qu'il fallait être une petite fille modèle. Voilà. Donc, j'étais ensuite une étudiante modèle. Donc, j'avais des facilités, j'étais bonne à l'école. Donc, on m'avait dit, tu feras une prépa. Enfin, on m'avait dit non, on m'avait dit ce serait bien que tu fasses une prépa. Mais quand je dis le on, c'était même les professeurs, les équipes pédagogiques, le conseiller d'orientation. Et je suis d'une famille, en plus, il y a beaucoup de gens qui ont fait des grandes écoles d'ingénieurs. Donc, c'est plutôt une famille de maths sup, maths spé, école d'ingé. Et donc, moi, en l'année de prépa, je me suis dit, donc je vais faire une prépa puisque j'ai le niveau. Et donc, je m'étais inscrite en prépa HEC, en maths sup et en maths sup bio. Et quelques semaines avant la rentrée, j'ai choisi en me disant « Oh là là, je ne me vois pas faire des maths, donc je vais faire prépa HEC ». Puis j'ai fait ma prépa, et puis après j'ai eu une école, une subdeco à Amiens, voilà. Mais voilà, je me rêvais pas une vie incroyable. Je me rappelle que j'avais enregistré je me testais sur les oraux d'école de commerce. Ouais. Et j'ai retrouvé une vieille cassette VHS où je disais avec un air très sûr de moi, alors que je ne comprenais pas ce que je disais, que mon objectif c'était d'être chef de projet parce que je souhaitais gérer un projet de A à Z. Je ne savais pas du tout ce que je disais, mais en tout cas je m'étais bien formatée en me disant que je serais chef de projet. Ah, parce que tu pensais que c'était ça qui ferait que tu serais potentiellement prise, parce que c'était bien de dire que tu serais chef de projet. Je pense que c'était un formatage incroyable. Ouais. Mais alors toi, sinon, concrètement, comment tu imaginais ta vie future? Est-ce que tu avais une idée précise de quoi faire après tes études? Quand j'étais en école de commerce, j'étais encore quand même dans mon formatage, donc je m'intéressais au développement perso, mais j'étais quand même dans une forme de formatage. Et je me disais que j'allais rentrer dans une grande entreprise, faire du marketing ou de la communication, et puis que voilà, j'allais grimper les échelons et voilà, je finirais DIRCOM et que ce serait très bien et que j'irais d'entreprise en entreprise. Mais je me voyais dans une entreprise privée, marchande, etc. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait au départ. Ouais. Tu as travaillé dans différentes entreprises dès tes 21 ans, en tant que chef de projet formation dans une entreprise anglo-saxonne, et puis dans un groupe de presse informatique pendant près de 10 ans quand même. Et puis l'étude de la psychologie est venue à toi et t'a fait bifurquer. Alors en fait, il y a ça qui m'a fait bifurquer, et puis il y a surtout en fait la naissance de mon premier enfant, où j'étais donc DIRCOM d'un groupe média. Vraiment, je m'amusais bien, j'aimais mon métier, mon équipe était super. Enfin, vraiment, il n'y avait pas de raison particulière. Et en fait, chaque matin, quand mon mari et moi, on déposait le petit chez la nounou, moi, j'avais le ventre noué et je me disais, quel est le sens de déposer mon enfant qui va être chouchouté par la nounou toute la journée, alors que moi, je vais au travail. C'est quoi le sens que je mets dans mon travail ? Et j'étais en fait complètement écartelée parce que non seulement j'aimais mon boulot, les gens à qui je le faisais, mais je sentais comme un gouffre en fait entre ce boulot que je faisais et le sens de ce que je faisais. Donc je m'en suis ouverte à mon DG à l'époque qui était très très open pour la discussion. Et je lui ai fait part de tout ça. Et comme depuis quelques années, en fait, je donnais des cours à la fac
je me disais que peut-être il y avait peut-être il y avait deux voies qui s'ouvraient à moi. Peut-être que je pourrais devenir formatrice à temps plein. Ou alors faire de la com ailleurs, dans un autre secteur. Et finalement, j'ai un peu fait les deux. C'est-à-dire que je me suis laissée quelques mois pour rencontrer des gens de secteurs qui avaient du sens pour moi. Et à l'époque, rien n'avait plus de sens que les enfants. Donc le secteur associatif lié à l'enfance. Et j'ai continué à donner des cours à la fac. À Paris-Descartes. À Paris-Descartes, ouais. Maintenant, ça va à l'Université de Paris. Ouais. En 9-10 mois, j'ai pu transposer mon métier de communicante en trouvant un poste dans une ONG sur les droits de l'enfant. Et là, ça a été la révélation. C'est-à-dire que je ne me posais plus du tout de questions par rapport au fait d'aller bosser. Donc oui, j'avais envie de bosser. Non, ce n'était pas une question de ne pas avoir envie de bosser. C'était que j'avais besoin que c'est du sens pour moi et d'être utile, indépendamment qu'être utile à des actionnaires ou autres. Et le paradoxe, c'est que comme j'étais entre Bruxelles, Genève et Paris, je voyais plus mon fils. Donc voilà, après j'ai rebondi sur d'autres opportunités, toujours dans le secteur associatif, parce que mon objectif, c'est quel que soit, on peut faire un choix. Ça, c'est super important. Puis on a le droit aussi de faire un autre choix 6 mois après ou 1 an après. Et qu'un choix ne doit jamais... on ne doit jamais se dire que c'est pour la vie ou c'est pour les 5 ans. On a le droit de changer d'avis. Puis on a le droit de se rendre compte que la réalité d'un choix, peut-être, ne nous convient pas. Quels outils tu aurais aimé avoir à l'école, peut-être plus tôt, pour justement mettre le sens et l'utilité dans ton métier dès le début, dès la sortie de tes études ? Alors, je vais te répondre avec le prisme de ce que je vois qui peut se faire maintenant. Ouais. Quand je vois mes enfants, déjà, j'aurais adoré en maternelle qu'on me parle de mes émotions. Que oui, les émotions, ce sont des indicateurs, que oui, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère, et que derrière, il faut la remercier l'émotion et que ça manifeste un besoin. En primaire, j'aurais adoré qu'on me parle de communication non violente. Ensuite, au collège et au lycée, j'aurais aimé qu'on me parle de mes valeurs, qu'on m'aide à communiquer avec moi-même en disant c'est quoi tes importances, c'est quoi tes valeurs. Et qu'on m'invite, qu'on m'accompagne à chaque jour honorer mes valeurs. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Parce qu'en fait, on honore les devoirs, on respecte les professeurs, mais finalement, parfois, on ne se respecte pas soi-même quand on est petit, quand on est étudiant, parce qu'il y a tellement d'injonctions extérieures, de faire les devoirs, rendre un dossier, etc., être la camarade parfaite, l'enfant parfait, etc. Qu'on s'oublie. On s'oublie. Et on n'est pas connecté à soi. Or, on a tous des valeurs, on a tous des valeurs différentes. Alors déjà, c'est d'en prendre conscience. Donc ça peut être... soit c'est assez naturel chez certains en fonction de l'éducation, soit ça ne l'est pas. Et dans ce cas-là, des intervenants extérieurs peuvent aider. Mais surtout, une fois qu'on a ces valeurs, d'honorer ces valeurs. En quoi, aujourd'hui, j'ai honoré mes valeurs ? Quelles sont tes valeurs, toi, aujourd'hui ? Alors, je vais t'en citer 3. Ouais. Et c'est amusant que tu me poses la question parce qu'on m'a posé la question la semaine dernière. Ah. Et ma première valeur, c'est la valeur de joie. Ça se voit. Ça se voit et ça se ressent. C'est agréable. Mais vraiment, pour moi, c'est la valeur suprême dans ma vie. La deuxième valeur, c'est la valeur de la tribu. Et c'est au-delà de la famille. C'est la tribu. Et ça, c'est hyper important pour moi d'y contribuer. Faire société. Et faire société, tout à fait. Et la tribu, il y a un côté circulaire que j'aime bien. Et pas hiérarchique. Et la troisième, c'est la transmission. Et la transmission / l'accompagnement, qui sont des valeurs pour moi hyper importantes et qui peuvent être des valeurs que j'honore en famille, avec mes enfants, avec des amis, là en échangeant, parce que tu me transmets, je te transmets, donc c'est vraiment dans l'échange, avec mes étudiants, avec mon équipe à la Fondation. Et ça, c'est quelque chose, je me rends compte que quand je l'honore dans ma journée, le soir, je suis hyper bien. Donc ces 3 valeurs-là, si elles sont honorées pour moi chaque journée, elles le sont. Et je me pose la question tous les soirs. Et c'est un travail qu'on fait en famille tous les soirs. Ah, génial. De savoir quelles sont 2-3 choses de la journée qui nous ont fait vibrer. Super. Voilà, voilà mes valeurs. Je crois qu'on partage les mêmes valeurs. Cool. Tu nous parlais de connexion à soi. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à te connecter à toi-même ? Alors, j'aurais envie de te dire, chronologiquement, je pense des amis qui étaient beaucoup plus ancrés que moi, qui m'ont permis d'amorcer cette connexion à moi-même. Et puis, je pense que alors, mes enfants, clairement, parce qu'ils t'obligent à ça. Et puis, récemment, quand même, toute la formation PNL que j'ai faite avec Paul Pironnet, que tu as interviewé il y a quelques mois, c'est la plus belle formation que je pense j'ai jamais faite dans ma vie. Mais quand on a 20 ans et que déjà individuellement, souvent, on ne se connaît pas, comment on se connecte à soi-même sans se connaître ?
Mais il faut s'écouter. Et je pense que le premier travail, c'est le travail sur ses émotions. C'est-à-dire que quand on sent une émotion, en fait, une émotion, soit tu l'accueilles, soit tu la refuses, soit tu la travestis. Et l'émotion, quand tu l'accueilles, alors quand c'est des émotions positives, souvent on les accueille avec plaisir. Et quand c'est des émotions dites négatives, alors on est bien d'accord qu'aucune émotion n'est négative, puisque toute émotion est message, donc de toute façon, il faut l'accueillir. Mais disons qu'il y a des émotions de peur, de colère, de tristesse, ça veut dire quelque chose. La tristesse, c'est un manque, c'est une perte. La colère, c'est un non-respect d'un cadre. Si tu accueilles l'émotion, en fait, ça veut dire quelque chose. Donc, ça te renseigne sur toi. Donc, il ne faut pas les fuir, il faut les écouter. Oui, les écouter et puis les assumer aussi. Et puis, ne pas les travestir parce que ça, c'est assez intéressant. Tu vois, par exemple, la tristesse, c'est une émotion qui se vit assez facilement par les femmes. Et la colère se vit assez facilement par les hommes. Et par exemple, une femme qui est en colère, souvent, parce qu'inconsciemment, dans sa culture familiale, etc., il ne faut pas être en colère, elle va se mettre à pleurer. Et elle va travestir sa colère. Du coup, elle se ment à soi-même parce qu'elle me dit, là, je suis triste de quelque chose, d'une perte. Alors qu'en fait, elle est juste en colère parce qu'il y a eu un non-respect d'un cadre. Et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on se ment à soi-même en n'acceptant pas l'émotion telle qu'elle est. Pareil pour un homme. Un homme qui est triste, alors maintenant, ça s'accepte un peu plus, mais avant, un homme qui est triste, ça n'existe pas. Par contre, un homme, il peut être en colère. C'est un peu de testostérone, c'est de la colère. Sauf qu'un homme qui est triste, c'est juste qu'il a perdu quelque chose. C'est une perte. Perte d'une situation, perte d'un être cher, perte de plein de choses, perte de repères. Alors que, donc, si on accepte, si on l'identifie déjà, et si on l'accepte, ça permet de se renseigner sur soi et de dire, ok, là je suis triste. Ok, pourquoi je suis triste? Ça nous arrive à tous d'être tristes et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et en fait, quand tu prends un temps, un peu de repli sur toi et que tu te dis, bah là je suis triste, mais qu'est-ce qui se passe pour que je sois triste? Et que tu te rends compte que peut-être c'est juste que tu viens de te rendre compte que l'année scolaire se termine. Je dis ça parce que là on est en fin d'année scolaire. Et que donc plus jamais tu vivras avec tes potes de classe ce même moment avec les mêmes profs. Donc c'est la fin d'un cycle. Donc en fait, ça n'arrivera plus jamais. Tu as le droit d'être triste, en fait. Oui, c'est de la belle tristesse aussi. Oui. C'est une forme de mélancolie. C'est une forme de mélancolie. Comment on prend son destin en main? J'adore cette question. Oui, si, je l'aime beaucoup. Elle est complexe. Comment on prend son destin en main? Alors moi, j'ai la théorie du petit pas. Ouais. Je pense qu'une fois que tu t'es connecté à toi, grâce aux émotions, grâce au travail sur les valeurs et grâce au fait que tu laisses assez d'espace dans ton cœur, dans ton corps, dans ton ventre pour voir ce qui te fait vibrer et que tu te connectes à tes rêves, tu te donnes des objectifs. Et si j'avais tous les super pouvoirs, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et ben, je me dis qu'à ce moment-là, tu te fixes des objectifs et chaque jour, tu poses une pierre en direction de tes objectifs. Chaque jour. Et finalement, prendre ton destin en main, c'est pas... quand tu fais un Paris-New York, tu sais pas en claquant des doigts que tu arrives à New York. Tu vas à l'aéroport, tu t'enregistres, tu mets tes bagages, etc. etc. Tu montes dans l'avion. Donc, c'est pas à pas, c'est pas en claquant des doigts. Bah, pour moi, quand tu as un objectif, quel qu'il soit, donc quand tu as un destin à prendre en main, en fait, c'est ça, tu focuses sur l'objectif et chaque jour, limite, tu t'obliges. En général, tu en as envie, parce que c'est ton objectif, à poser une pierre, quelle qu'elle soit, tous les jours. Et tous les soirs, tu fais un petit bilan le jour où tu t'es dit est-ce qu'aujourd'hui j'ai honoré mes valeurs et qu'est-ce que j'ai posé en direction de mes projets? Ça demande une certaine discipline. Eh bien, écoute, ouais, certainement. Alors, moi, c'est un truc qui est assez naturel pour moi, mais c'est peut-être dans mon caractère. Je pense que, ouais, c'est peut-être une petite discipline, mais tu sais, c'est comme toutes les disciplines... Finalement, c'est des outils de croissance qui ne sont pas contraignants. C'est-à-dire que peut-être que c'est un peu les habitudes de 21 jours. C'est-à-dire que peut-être les 21 premières pierres sont plus difficiles à poser. Mais après, ça devient une habitude. Ouais, exactement. Exactement. Tu parlais d'objectifs, mais pour fixer ces objectifs-là, il faut déjà savoir vers où on veut aller et donc connaître nos passions. Est-ce que tout le monde a des passions? Non. Alors déjà, tu disais savoir où on veut aller. Moi, je commencerai par, tu vas voir, par savoir où je ne veux pas aller. Et déjà, ça t'enlève quand même un sacré nombre de sujets, ce qui te permet d'y voir plus clair. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu ranges ta chambre. Tu sais pas où tu vas mettre les choses, mais déjà, tu vas faire le tri de ce que tu veux donner et jeter. Puis après, quand tu as tout dans ta pièce, là, tu vas pouvoir commencer, c'est ça, à te dire ça oui, ça non.
Moi, je crois que c'est difficile de savoir toujours où on veut aller. Par contre, on sait ce qui nous fait vibrer. Et que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, moi, je crois aux side projects. Les side projects, c'est un peu le truc qui te fait vibrer, que tu mets en place dans ta vie, souvent en plus de tes études ou de ton boulot. Et tu te dis, bah voilà, par exemple, si j'ai envie j'ai une passion, par exemple, je sais pas, pour les bracelets. Ok, je vais faire des bracelets. Mais c'est juste une passion. Ok, bah tu commences à le faire et puis tu te dis, bah, peut-être un jour, dans mes rêves les plus fous, peut-être que c'est quelque chose où je voudrais gagner ma vie. Et bah, tu mets en place ta petite page Insta, tu mets en place... et puis petit à petit, tu mets des briques, tu avances, tu mets des pétales à ta fleur, tu avances des petits cailloux sur ton chemin. Puis un jour, tu vas te rendre compte que tu as une boutique dans ton quartier qui serait super intéressée. Donc là, tu dis, oh là là, mais j'ai pas de numéro de SIRET, j'ai pas créé ma société. Ben, c'est pas grave, tu te renseignes. Donc la prochaine étape, c'est de te renseigner. Et puis c'est de dire, bah voilà, combien je peux produire et comment je le traite fiscalement. Et en fait, c'est des choses qui, au départ, quand tu as fait tes premiers bracelets, tu t'es pas dit que tu en serais là. Mais en fait, c'est pas très grave. Parce que justement, un side project, c'est fait là pour tenter des idées. Tu les tentes et tu vas jusqu'au bout. Et puis tu as aussi le droit un jour de dire ça me fait plus vibrer. Tu as aussi le droit de dire mais j'arrête. Et puis tu as une autre... Et c'est pas des passions, tu vois. Tu dis est-ce qu'on a tous des passions? Moi, j'ai pas de passion. J'ai plein d'envies, en fait. J'adore communiquer, j'adore transmettre, mais j'ai pas une passion. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui ont des passions. Moi, j'en ai pas. Mais j'ai plein d'envies. Et c'est tout aussi fort, l'envie. Hein. Complètement. Bah, ce podcast est un side project. De base, c'était à côté de mes études, à côté du reste. Et c'est vrai que ça s'est construit petit à petit, alors que jamais je pensais en être là aujourd'hui quand j'ai tendu mon micro pour la première fois, quoi. Voilà, les petites pierres que tu as posées chaque jour, aujourd'hui, tu en es à ton 100 et quelques podcasts. C'était un side project, mais il y a 2 ans, tu t'es pas dit, un jour, je me retrouverai faire mon 100e, mon 102, mon 103, mon 104. Pas du tout. Et le side project, moi, je pense que c'est le truc le plus fort qu'on peut proposer à des jeunes et à des moins jeunes pour, à un moment donné, se sortir la tête d'études prédéterminées en disant, mais tu as le droit aussi, même en faisant des parcours académiques ou des boulots académiques, de vivre un truc un peu vibrant, un peu en dehors du cadre. Et ça, c'est top parce que tu prends pas de risque. Par contre, tu mets une énergie. Et alors, le fait de dire, oui, mais j'ai pas le temps, j'ai pas de l'énergie, etc., c'est pas vrai parce qu'un side project, ça te donne de l'énergie. Ah oui, complètement. Mais souvent, il y a aussi cette barrière de je suis pas légitime ou j'ai pas les compétences pour. Moi, je sais que c'est des choses auxquelles j'ai fait face au moment de lancer mon podcast où je me suis dit j'ai aucune compétence en journalisme, je sais pas comment on utilise un matériel, je sais pas comment on fait un podcast. Et ça vaut peut-être pour tous les side projects que celles et ceux qui peuvent nous écouter peut-être ont, à se dire ok, j'ai cette idée, j'ai cette petite envie, mais en fait je me sens pas capable ou j'ai pas les compétences, j'ai pas fait les études pour. Comment on dépasse ces peurs-là? Ben moi, je pense que le sentiment d'imposture, on l'a tous, quoi qu'on en dise. Mais en fait, comme justement, il faut se le dire, comme on l'a tous, on part tous du même niveau. Une compétence technique, ça s'acquiert. Je dirais que c'est les compétences de connaissance de soi et de communication qui sont à travailler le plus. Mais moi, je crois qu'il faut partir du principe que le syndrome de l'imposteur, on le connaît tous. Et donc, avec cette base-là, ça dédramatise tout. Et puis, le side project, par définition, c'est un side project. Donc, tu as le droit de prendre le temps que tu veux, tu as le droit de te planter, tu as le droit de l'abandonner, tu as le droit de le changer. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des libertés. Tu as le droit de tout avec un side project. Qu'est-ce qui rend une vie riche? D'honorer ses valeurs. Ce qui rend une vie riche, c'est d'honorer ses valeurs. Et ça, j'en démords pas. Moi, la joie, par exemple, vraiment, je me sens très riche dans ma vie de joie, quoi. De joie intérieure, de joie avec mes proches, de joie au travail. Ça ne veut pas dire que tous les jours c'est facile. Ça veut dire que chaque jour j'expérimente ça et que c'est une véritable... c'est un moteur. Il y a un hypnothérapeute qui s'appelle Olivier Lockhart qui dit quelque chose que j'aime bien, c'est les émotions sont le moteur du changement et la joie en est l'essence. Et dans quoi est-ce que tu trouves le plus la joie au quotidien? Dans quoi je trouve la joie au quotidien? Dans des petites choses du quotidien, justement. C'est
Le fait de voir mes enfants le matin, ça peut paraître bateau, mais ça me remplit de joie. Et puis, c'est des petites choses toutes bêtes. C'est des sourires que tu n'aurais pas espéré dans la journée. Bah, tu vois, tout à l'heure, je vais le raconter parce que c'est une anecdote sympa. Voilà, tout à l'heure, donc on avait rendez-vous toutes les deux et tu m'envoies un petit message pour me dire j'ai quelques minutes de retard. Ok, pas de problème, il fait beau, j'attends. Et là, je vois une dame à l'entrée du parc qui vient me voir un peu embêtée, qui organisait l'anniversaire de sa fille, mais qui avait 15 sacs, 2 planches, et qui me dit est-ce que vous pouvez garder mes affaires, que je fasse les allers-retours. Et là, il y a 3 jeunes qui passent, avec des bonnes têtes, vraiment, qui est en train de discuter. Et là, je regarde la dame, on se fait un court échange de regards, et je lui dis, on leur demande. Et elle n'osait pas. Et donc, j'interpelle les 3 jeunes en disant, excusez-moi, cette dame, elle prépare l'anniversaire de sa fille. Est-ce que vous pourriez l'aider et rendre une petite fille heureuse? Parce que là, elle ne peut pas faire les allers-retours. Eux, ils ont eu un sourire radieux, moi, qui m'a rempli de joie, parce que finalement, ils rendent service, mais sans rendre service. Moi, j'étais heureuse de rendre service à la dame, et la dame, elle était hyper heureuse. Il y a eu comme une félicité d'un moment complètement anodin. C'est ça. Mais dont je t'ai fait part quand tu es arrivée, tellement ça m'a rempli de joie, parce que je me dis finalement, la vie, c'est ça. C'est de ne pas vivre côte à côte, c'est peut-être à un moment donné de créer des liens. Et parce que tu crées des liens, tu crées des interactions, tu crées de la joie, et au final... La dame, elle aurait pu faire les 3 allers-retours, c'est pas le problème. Et moi, j'aurais pu lui rendre service de garder les planches et peut-être t'aurais attendu avec moi. Mais finalement, là, tout le monde est reparti avec une dose de joie supplémentaire. Et ça, voilà, ça me remplit de joie. Pas besoin de grand-chose pour la joie, en fait. Et la liberté, c'est quoi pour toi? La liberté, c'est d'être connecté à soi. Encore une fois. D'être connecté à soi, ouais. Oui, parce qu'en fait, si tu es connecté à toi, quand tu fais les choses, tu sais que tu les fais en étant complètement aligné. Et la liberté, c'est ça. C'est d'être aligné, c'est-à-dire que où que tu sois et que tu as décidé de faire, en fait, tu es dans ta verticalité. Donc, voilà, après, tu n'as pas toujours la liberté sur certaines micro-situations, mais c'est pas grave. Au moment où tu le fais, tu dis là, je suis pas tout à fait connectée. Là, je le fais, je sais pourquoi je le fais et je suis obligée de le faire. Mais très rapidement, il faut se reconnecter à quelque chose de vertical et il faut surtout pas enchaîner les moments où on n'est pas connecté. Parce que dans la vie, dans la vraie vie, il y a toujours des choses que tu vas faire que tu n'as pas envie de faire. Mais il faut que ça soit peanuts par rapport au reste, quoi. Une question que j'aime beaucoup poser, c'est le regard que tu portes sur la société de demain. Comment est-ce que tu l'imagines, cette société? Comment je vois la société de demain? Écoute, en fait, parfois, j'ai 2 visions de la société de demain. Je pense qu'il y a des pépites dans les comportements de chacun, dans la prise de conscience, dans la communication, dans l'envie de solidarité, tu vois, je suis très... Et ça, je suis portée aussi par mon métier dans le médico-social, où je vois vraiment des belles choses innovantes portées. Et puis, parfois, j'ai des moments d'un peu de défaitisme, où je me dis que c'est compliqué de faire bouger les choses. Voilà, j'ai un peu de défaitisme sur la temporalité du changement, tu vois. Et dans ce cas-là, je me raccroche toujours à l'histoire des colibris. Et je me dis que ça va bouger et que si chacun fait un peu sa part et si chacun honore ses valeurs, tu vois, ça va mettre un peu de légèreté. Donc, tu vois, j'oscille un peu entre les deux, entre une forme de positivisme sur le chemin que ça prend et puis une forme d'agacement sur la lenteur que ça peut prendre. Et aux jeunes et moins jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, quels conseils tu voudrais partager? D'abord de se faire confiance, donc d'arrêter de se faire ralentir par des sentiments d'imposteur, par je sais rien faire ou je suis comme les autres. Personne n'est comme les autres, personne. On a tous nos singularités et s'il y a une chose qui est importante, parce qu'on a tous nos singularités, on a tous une place en fait. Et on a tous notre place. Et ça, c'est super important. Et c'est surtout pas la place de l'autre. Donc, peut-être d'arrêter de fantasmer que l'autre est plus sûr de soi, que l'autre a plus de place, que l'autre ceci, cela. Arrêter de regarder l'autre, se regarder soi, se reconnecter à soi, faire partenariat avec l'autre, en fait. Et de se dire que, comme on a chacun notre place, en fait, la grosse valeur ajoutée, c'est un peu comme les neurones, ils ne servent à rien s'ils ne sont pas interconnectés. Donc, c'est de se dire que c'est le lien, c'est l'échange, c'est les synergies, c'est les rencontres. Tu crois en la force du collectif? Ah ouais, je crois en la force du collectif, clairement. Je crois en la force du réseau, et dans le bon sens du terme, le réseau. Je crois que l'humain est ainsi fait qu'il aime rendre service.
J'en suis persuadée. Et que donc, rendre service, par contre, c'est dans tous les sens. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas me rendre service, un jour, je vais te rendre service, mais ce sera naturel et on sera toutes les deux contentes de l'avoir fait et ce ne sera pas calculé, tu vois. Et ça, j'y crois et je pense qu'on est dans une société où si on le faisait tous un tout petit peu plus, tout serait extrêmement facilité. Tellement. Mais vraiment sur tout. Et en plus, rendre service, ça provoque de la joie. Et la joie, tu sais que c'est ma valeur. Ouais, quand on donne, on reçoit beaucoup plus. Bah oui. Tu as un dernier petit conseil à nous partager pour conclure cette interview ? Bah peut-être essayer, tester, éventuellement plantez-vous, puis recommencer. Et ne pas mettre d'ego là où il ne faut pas en mettre. Ça, c'est important. Je pense qu'on peut se satisfaire de nos chacun, on peut se satisfaire de nos réussites, dire ça c'est super, je suis content ou contente, j'ai réussi ça. Mais c'est ok aussi de se tromper, de réessayer. Et on n'est pas ce qu'on fait, en fait. On n'est pas ce qu'on fait. Donc c'est bien de faire, c'est bien de réussir. Mais on peut aussi ne pas avoir de passion, ne pas faire et être super, et être au top, et avoir des envies peut-être pour aujourd'hui, pour demain, ou peut-être pour plus tard aussi. Et qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps, on n'est pas obligé de réussir tout le temps, et on n'est pas obligé de réussir tout le temps et tout de suite. Intéressant. Merci beaucoup pour tous ces partages. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.